j'ai jamais autant compris que j'étais une maghrébine depuis que je suis dans les médias. J'ai reçu un flot d'insultes racistes extraordinaires depuis 4 ans. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la Donc bonjour Rose, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Rose Améziane, je suis présidente de l'association Move Territoire, je suis chef d'entreprise dans le domaine de la formation et en parallèle, il m'arrive de venir débattre dans des émissions télé, notamment sur du débat de société, débat politique. Rose, donc ton prénom. Oui. Avec un prénom comme ça, on a dû t'en faire des déclarations, non? Quelques-unes. Quelques-unes. Ouais. Avec des roses, avec des... Ça arrive. Ouais. Ça arrive toujours. J'aime beaucoup les roses. Oui. Non, mais le romantisme n'est pas mort. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Est-ce que je suis un cœur à prendre? Oui. Ça, c'est bon à savoir. Pour qui? Pour les personnes à qui tu parles C'est vrai. Et quand tu écoutes à 98%, enfin bref, c'est pas grave. Donc, tu as grandi à Colombes dans le 92. C'est ça. Qu'est-ce que tu gardes de ta jeunesse? Qu'est-ce que je garde de ma jeunesse? Honnêtement, mes meilleurs souvenirs, forcément, avec mes frères et sœurs, enfin, mes frères et ma sœur. Et mes plus beaux moments sont ceux que j'ai passés en Algérie avec ma grand-mère. Elle avait cette capacité à être d'une douceur qui me plaisait énormément. Et mes meilleurs souvenirs, c'était pendant les moments de la sieste. Alors je déteste ça en temps normal, mais en Algérie, il fait très très chaud, donc la sieste est obligatoire. Et elle nous racontait en fait des contes qu'on appelle Tamashahout, donc un conte. Et elle nous racontait à chaque fois des histoires de contes. Elle avait un grand lit. Un lit français d'ailleurs, parce que du coup, la plupart du temps, on était dans des paillasses, mais elle avait un grand lit à ressort qui faisait beaucoup de bruit. Et en fait, on se nichait, mes frères et sœurs et moi, mes cousins aussi. Elle nous racontait ces histoires-là. Je ne suis pas sûre qu'elles existaient toutes. Je la soupçonne de les inventer, de les avoir inventées aussi un peu au fur et à mesure. Et il y avait comme ça beaucoup d'espièglerie chez elle et en même temps une forme de force tranquille qui me plaisait beaucoup, et j'ai le souvenir de la chaleur et de son souffle quand je dormais à côté d'elle. Et ouais, je crois que c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance avec ma grand-mère. Elle est déjà venue en France? Oui, en fait, elle était là à ma naissance, ce qui a beaucoup fait plaisir à ma mère. Et oui, elle était présente pendant ma naissance et ça lui arrivait de venir. Elle n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais oui, elle est déjà venue. Avec mes potes, moi j'ai beaucoup traîné dans les centres commerciaux quand j'étais plus jeune. Hein. J'écoutais de la musique, etc. Et toi, avec tes copines, qu'est-ce que tu faisais? Alors, à quel âge? Parce que Adolescente. Adolescente ou préadolescente, j'allais à la patinoire. La patinoire de Colombes, c'est quelque chose de mythique. On allait beaucoup à la patinoire, donc la patinoire de Colombes. On allait également aux après-midi dansantes. Alors, je ne sais pas, les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais quand on n'était pas assez vieux pour aller en boîte de nuit, j'ai grandi dans une époque où beaucoup de jeunes en fait organisaient des après-midi dansantes. Je n'ai plus le prix, mais c'était vraiment pour une somme très modique. Il y avait un DJ, des boissons, et effectivement, on revoyait tous les classiques du R&B, de la New Jack, de la funk, et aussi du rap. Et ouais, on allait aux après-midi. À Colombes, où vous Alors, deviez aller à Paris. Il y en avait un peu partout. Sinon, après, effectivement, on faisait beaucoup de shopping. Vu que j'ai grandi à Colombes, je connais la Défense comme ma poche, donc au centre commercial Les 4 Temps. Et sinon, beaucoup Saint-Lazare, parce que c'est à 3 stations, en fait, Saint-Lazare de Colombes. Donc, pareil, le passage du Havre, Opéra. Donc, ouais, ça a été un peu mes endroits. Un peu plus Châtelet aussi. Mais c'était essentiellement ça, la Défense, Saint-Lazare. Tu me renvoies dans des souvenirs. C'est énorme. Oui, parce que l'objectif, c'était quand même de trouver des tenues pour lorsqu'on allait à la patinoire ou aux après-midi dansantes. Donc oui, j'ai eu des moments assez classiques, mais je crois que ça correspond à une période pour beaucoup de gens. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. T'étais plutôt MC Solar ou To Be Free? Oh non, MC Solar. Et que j'embrasse d'ailleurs. Ouais, que tu connais? Ouais. Vraiment un mec génial. Ouais. Et vous échangez un petit peu sur l'actualité, sur la musique. Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Je n'en sais rien. Musicalement parlant, la dernière fois, il était en concert. Donc, il a refait un peu un concert sur tous ses tubes. Mais en fait, c'est très perturbant parfois de rencontrer des gens qui ont bercé ta propre enfance. Moi, j'étais juste dingue de la musique Caroline. Et du coup, enfin, voilà, ça me plaît beaucoup d'échanger avec lui. Il fait partie des personnalités artistiques qui ont fait grandir toute une génération. Donc j'aime beaucoup ses textes. Je lui passe d'ailleurs un grand bonjour, si jamais il voit l'interview. Je lui enverrai. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Quand tu étais jeune, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire plus tard? Alors, moi, je fais partie un peu des générations anti-conseillère d'insertion, conseillère d'orientation. Enfin, c'est particulier. Moi, je n'étais pas une mauvaise élève, véritablement. Mais j'ai appris à l'âge adulte ce que c'était que les prépas, les grandes écoles. Donc, il y a tout un accès à l'information qui a disparu, comme si c'était des choix professionnels qui n'étaient pas pour nous, véritablement. Donc moi, j'étais passionnée par l'avocature, vraiment, les métiers de la justice. Sauf que mes références à moi, alors déjà, je n'avais pas d'avocat dans mon entourage, proche ou même lointain, et les rares personnes que je connaissais qui faisaient des études d'avocat à l'université de Nanterre, c'était pas un parcours d'excellence. Enfin, pour moi, il y avait beaucoup de gens qui retapaient leur première année, et du coup, je me voyais pas dans cette voie juste parce que j'avais le sentiment peut-être moi-même d'être dans l'échec comme ces personnes-là, et j'avais pas de référence d'avocat qui venait de quartier, et du coup je me suis pas orientée vers ça. Je me suis orientée vers le commerce parce que ma sœur avait poursuivi cette voie, et c'est là où je trouve que c'est extrêmement important d'offrir aux nouvelles générations des références, des contacts, des rencontres, juste pour leur prouver que c'est possible, et juste pour leur faire découvrir même des métiers qu'ils ne soupçonnent pas. Donc ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, j'ai suivi une voie très classique comme ma sœur. Donc je fais du commerce, je suis rentrée très vite dans le milieu bancaire et j'ai fait toute une carrière dans la banque. Et ensuite, je me suis vraiment posé la question de l'orientation en réalité à l'âge adulte, à 27 ans. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences pour savoir ce pour quoi on est fait, ou en tout cas les compétences qu'on pourrait transférer vers un nouveau métier. Et derrière, j'ai découvert les métiers de l'accompagnement vers l'emploi et de la gestion de carrière. Et voilà, puis après, j'ai reconstruit tout un parcours dans ce domaine-là. Tu n'as pas eu de regrets justement par rapport à ça, du fait de ne pas avoir fait des études dans la justice? Non, parce que je crois qu'à ma manière, je plaide d'une façon différente aujourd'hui, et ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui m'attirait dans les métiers du droit? C'était défendre, ou en tout cas combattre les injustices, et à ma manière, j'essaye de le faire, et peut-être à une plus grande échelle. On va dire que aujourd'hui, mon prétoire est un peu plus large que les murs d'un tribunal. Et le fait de ne pas avoir pu intégrer les grandes écoles? Quand je vois qu'aujourd'hui, il m'arrive de donner des conseils à des gens qui ont fait ces grandes écoles, je me dis qu'au final, chacun a son propre parcours, et on arrive parfois avec des chemins détournés. Donc non, c'est juste que c'est des opportunités qui ne sont pas encore suffisamment accessibles, même si aujourd'hui il y a quand même des efforts de la part des grandes écoles, mais il y a une forme encore de quota qui me gêne. C'est pas quelque chose de naturel en fait. Donc non, moi je ressens pas de frustration personnelle véritablement, mais je prêche plus pour que les nouvelles générations y aient plus facilement accès en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans ta jeunesse où tu te dis tiens, je suis maghrébine, ça va être plus difficile pour moi? En fait, je ne suis pas sûre de m'être posé la question d'être maghrébine. Enfin, je ne suis pas sûre qu'on se pose des questions-là. En fait, nous sommes ce que nous sommes. Donc, pour moi, je suis française, d'origine algérienne. Je vais une bonne partie de mes étés dans ma jeunesse en Algérie. Et c'est quelque chose aussi qui me structure énormément parce que je vis des moments aussi formidables là-bas. D'autant que ma mère nous retirait un petit peu avant à l'école, fin avril, début mai parfois, pour nous emmener là-bas, parce qu'il construisait une maison. Et je ne suis pas sûre que je me suis posé cette question-là. Par contre, bien qu'on ne se pose pas la question, est-ce que ça va être plus difficile pour nous ou pas, je crois qu'on se la pose plutôt par rapport à notre condition sociale.
je me suis aperçue très jeune que nous étions de conditions modestes, comme on dit pudiquement. Donc je crois que c'est plus lié à cela, en réalité. Et après, la question du racisme, elle est parfois arrivée après, même la question du sexisme. Tu vois, petite, je ne me disais pas, en tant que petite fille, je ferais moins de choses. J'ai découvert ce que c'était que le sexisme plus tard, en réalité. Donc non, c'était plus lié à ma condition sociale. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'on sait très jeune. Parce que les références en fait, des vacances, des petites vacances par exemple, ne sont pas les mêmes. Moi, par exemple, on allait en Belgique avec une association où on allait dans des familles d'accueil pour passer les petites vacances là-bas. Donc du coup, j'ai aussi plein d'histoires et plein d'anecdotes en Belgique où on était à la ferme avec une famille belge, où ça nous arrivait même aussi d'aller à la messe parce que c'était des croyants. Et je garde aussi plein de souvenirs géniaux de ces moments-là. Mais c'est sûr que la première fois que j'ai fait du ski, c'était en classe des neiges avec l'école. La première fois que j'ai appris à faire du vélo, c'était en classe de nature aussi à l'école. J'ai jamais eu de vélo, par exemple, typiquement. Donc je crois qu'on comprend sa condition très jeune. Je l'ai raconté dernièrement dans un discours que j'ai fait pour la rentrée scolaire de l'école Digital Collège. Les seuls cadeaux que j'avais pour Noël, c'était ceux qu'on commandait à l'usine de papa. C'est-à-dire qu'on avait un magazine, je crois que c'était Jouet Club à l'époque, que mon père nous donnait un petit peu avant l'été. On choisissait nos jouets et on les avait après dans une grande cérémonie dans l'usine de papa où on nous remettait en fait nos cadeaux de Noël. Et puis c'est ça aussi, ça correspond à une époque où les usines fêtaient Noël en grande pompe et permettaient en fait à tous les enfants d'ouvriers d'avoir des jouets pour Noël. Mais je savais bien que quand tu rentres à l'école après les vacances de Noël, tes camarades, ils te disent, ma grand-mère, elle m'a offert ça, ma tata, elle m'a offert ça, ma maman, elle m'a offert ça. Ouais, moi, la société Phytosolva m'a offert un joli Noël cadeau. de la société. Donc, voilà, je crois que très jeune, on comprend la condition dans laquelle on vit. Et c'est aussi pour ça, peut-être que on demande aussi moins de choses à ses parents. Enfin, moi, je ne me posais pas la question de réclamer peut-être d'inscription à des loisirs ou d'aller plus en vacances ailleurs, parce que je savais que mes parents économisaient énormément. Ils ont aussi, ils sont devenus propriétaires aussi en France. Enfin, donc voilà, mes parents, je les ai vus beaucoup travailler. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on intègre beaucoup plus. Je crois que la question des origines, en réalité, même si c'est une question qui se pose à un moment donné. Ok, ouais, c'est plus la condition sociale, toi tu dis, de base. Mais du coup, quand tu allais à l'école, en tant qu'enfant, il y avait beaucoup de mixité sociale. Oui, beaucoup plus. Oui, beaucoup plus qu'aujourd'hui, je pense, oui. Oui, beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'était pas. Alors après, il y a des moments forcément où on va échanger sur la question des cultures ou des traditions parce que il y a le mois du Ramadan qui arrive, donc du coup c'est propice à des échanges quand on est à l'école. Donc oui, forcément. Mais en soi, sur ta question du racisme, quand tu dis je savais que j'étais maghrébine, donc ça allait être plus difficile, c'est pas quelque chose que j'ai verbalisé en tout cas. Par contre, j'ai jamais autant compris que j'étais une maghrébine depuis que je suis dans les médias. J'ai reçu un flot d'insultes racistes extraordinaire depuis 4 ans. Oui, bien sûr. Vous recevez des putes à bougnoul, suceuses de merguez, Barbie Islam, en contraction, Barbie Islam. J'ai même liké, parce que je trouvais ça très sympa. Enfin, en tout cas, j'ai aimé la recherche du verbe, en tout cas. Donc oui, non, on le comprend ensuite. Et en même temps, j'ai toujours refusé de me définir dans le regard des autres, et à plus forte raison quand ce regard il est haineux. Donc c'est pas quelque chose qui m'atteint. C'est quelque chose que je vais combattre parce que j'entends que des milliers de personnes se sentent offensées, et c'est aussi pour ça que quand je suis dans les médias, je suis aussi virulente quand des propos honteux et outranciers sont prononcés, mais parce que je sais combien ça peut blesser des millions de personnes qui vivent dans notre pays. Donc je le fais. Mais moi, à titre personnel, ça ne va pas m'atteindre. Par contre, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous réveiller chaque matin. Honnêtement, si vous allumez la télé et que vous restez continuellement sur les chaînes d'infos en continu, je ne sais pas si on ne finit pas par se détester. Tellement on cible les habitants des quartiers populaires,
les Français d'origine arabe ou d'origine amazigh ou d'origine africaine systématiquement, ou les Français de confession musulmane. Enfin, il y a un focus dès qu'on va parler de terrorisme, dès qu'on va parler de délinquance, dès qu'on va parler d'immigration, on cible constamment la même population et on fait des liens constants en balançant des amalgames, des raccourcis continuels. Et j'ai compris que c'était quelque chose de terriblement compliqué à vivre pour des millions de personnes. Et ça fait maintenant 4 ans que je fais du média. C'est quelque chose que j'avais sous-estimé et j'ai compris combien c'était douloureux. En vérité, parce qu'on peut très bien se dire, bon, on éteint la télé puis on passe à autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, la petite lucarne, et les réseaux sociaux aussi, parce que du coup, aujourd'hui, ça devient presque un miroir. C'est-à-dire que les médias interagissent sur des faits qui se passent sur Twitter ou autre, et Twitter va commenter les émissions télé qui vont parler de politique. Donc en réalité, il y a une forme de ping-pong entre les réseaux sociaux et la télé. Ce qui fait que continuellement, en réalité, on a accès à ce déversement de haine. Et il y a une vraie blessure. Et après, vous ajoutez à cela ce que j'appelle, moi, la blessure musulmane ou la blessure islamique, qui est d'ordre institutionnel, qui va être commise par tout un ensemble en fait, d'éléments qui sont reliés à l'État. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui se fait virer parce qu'il a dit Allahu Akbar dans la cour de récré, et je ne parle même pas des minutes de silence qui ont été perturbées, et encore que, on parle encore une fois d'enfants ou d'adolescents, et donc leur âge, c'est aussi parfois d'être dans la bêtise, dans la provocation, enfin le droit à l'erreur. On a le droit aussi de comprendre ce que c'est que la période adolescente, et je ne crois pas que virer quelqu'un comme s'il était un islamiste en devenir ou un terroriste en devenir, ce soit quelque chose de très intelligent en réalité pour faire nation. Mais quand vous avez, même parfois, il y avait l'histoire de ce gamin qui avait juste dit Allahu Akbar, ou qui avait simulé une forme de prière, et pour le coup c'était un très jeune enfant, qu'on a tout de suite immédiatement signalé, ou lorsque une voisine réalise une garde à vue parce qu'elle dit salam alaikum à sa voisine et qu'on la suspecte peut-être de s'être radicalisée. Enfin, il y a quand même des gens sérieux en uniforme qui ont reçu cette femme pour vérifier si elle n'était pas radicalisée. Et c'est ça que j'appelle des blessures institutionnelles qui sont constantes. Des jeunes filles qui vont à l'école avec un kimono, un croc-top et un jean, et qu'on renvoie chez elles parce qu'elles sont en abaya, et que du coup, c'était devenu, en l'espace d'une rentrée, l'accoutrement des terroristes islamistes. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte. Moi, j'ai des choses qui ont pu m'affecter très jeune et qu'on garde en fait pendant de nombreuses années. Je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences dans la durée de toutes ces offenses, de toutes ces blessures continuelles qu'on fait vivre à des générations de personnes. Je mesure pas encore, et je crois qu'on ne mesure pas tous collectivement ce que ça donnera en fait dans quelques décennies, parce que c'est quelque chose surtout quand on le vit en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent, comme une profonde injustice. Et voilà, j'ai un peu peur de ce que ça peut créer derrière, et donc je crois que c'est aussi à nous tous d'être en capacité de retisser du lien, de comprendre ce que sont que nos valeurs, de comprendre ce que c'est que d'être français, de se retrouver un peu nous-mêmes et de se dire, ouais, non, là, on commence complètement à délirer, quoi. Et je crois qu'il y a une perte terrible de bon sens. Et le politique se trahit beaucoup, vraiment, pour des questions électoralistes. Et je crois que le politique se trahit beaucoup. Il y a de véritables enjeux dans notre pays, que peuvent être le terrorisme, mais je ne crois pas qu'on puisse le combattre de cette façon-là. Véritablement, ou alors si on pense le combattre, je crois qu'au contraire, on ne cesse d'alimenter une forme de radicalité, au contraire, en humiliant perpétuellement des ensembles de groupes. Quand tu dis qu'il y a des choses qui ont pu t'affecter, tu fais référence à quoi ? Je ne l'ai jamais caché, j'ai été atteinte d'un cancer à 12 ans. Donc forcément, c'est quelque chose qui vous affecte. Moi, par exemple, quand aujourd'hui on parle du personnel hospitalier qui n'a pas le temps de gérer les malades et de prendre le temps, pour te raconter
ma première séance de chimiothérapie. Quand j'arrive, donc j'avais coupé le samedi d'avant, c'était un lundi, donc le samedi d'avant chez Saint-Algue. Donc je me suis retrouvée avec des cheveux longs jusqu'au bas du dos, avec une coupe garçonne. Et quand j'arrive, donc j'étais seule à ma première séance de chimio. Et quand j'arrive, j'avais 12 ans, j'étais en 5e, et l'infirmière me dit « Oula, Poulette, si tu coupes pas tes cheveux, là, ils vont être comme ça après ta chimio. Donc il faut que tu les coupes encore. Par contre, j'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'ai d'autres patients à installer. Tiens cette paire de ciseaux immense, coupe-toi les cheveux au maximum pour que quand on te mette le casque, ça permette de conserver au moins le bulbe pour pas que tes cheveux ils tombent. Ils sont tombés par la suite, mais en soi, j'ai compris à 12 ans le métier terrible d'infirmière, c'est de ne pas être en capacité de s'occuper d'une enfant de 12 ans qui arrive à sa première séance de chimio et qui a les cheveux trop longs alors que j'avais une coupe garçonne. Enfin, et elle s'en excusait, elle était adorable hein, dans l'absolu, hein. Elle était vraiment douce, il n'y a pas de souci, et je l'ai compris. Mais j'ai compris très jeune ce que c'était que un milieu hospitalier qui fait du mieux qu'il peut, mais qui en réalité est débordé. On parlait de blessures institutionnelles, ça en est une, en quelque sorte. Tu vois, et il y a plein de choses comme ça qui t'affectent très jeune. Le décès de ma grand-mère, c'est quelque chose qui m'a affectée terriblement. Et en plus, ma maman, pour nous protéger, a refusé qu'on assiste aux obsèques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a terriblement manqué, de ne pas réussir à lui dire au revoir. Enfin, ce qu'on vit dans notre jeunesse nous forge. Et en même temps nous affecte, ou en tout cas développe chez nous un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que je m'inquiète de ce que tout ce climat et toutes ces polémiques peuvent créer en fait chez les futures générations. Tu es d'origine algérienne. Pour toi, l'Algérie, ça symbolise quoi? C'est le pays d'origine de mes parents, c'est mon histoire, parce que je crois que c'est un peu fou de croire qu'on est uniquement... à son arrivée, à sa date de naissance. On est le fruit de tout un bagage, en réalité. Et c'est vrai que quand on me demande de raconter mon histoire, j'ai tendance à commencer à raconter celle de mes parents, en fait. Parce que mon destin s'inscrit dans le leur, en réalité. Donc oui, ça correspond à mon histoire à travers, en réalité, la leur. Donc c'est forcément beaucoup d'amour, beaucoup de douceur aussi, de chaleur, de senteur, de goût. L'Algérie, ça représente beaucoup. Et puis en même temps, il y a une histoire commune avec la France, douloureuse, qu'on n'apprend pas convenablement, d'ailleurs, dans les livres d'histoire. Moi, je suis le fruit de cette histoire complexe. J'ai mon grand-père maternel qui était engagé dans l'armée française. Il a fait la fin de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et Indochine, puisqu'il était engagé dans l'armée française. Et moi, je suis particulièrement fière de savoir que mon grand-père a combattu le nazisme, par exemple. Et j'ai, dans le même temps, ma grand-mère maternelle qui était moudjahide et qui a pris les armes pour l'indépendance de l'Algérie. Je suis le fruit de cette histoire. Et qui s'est fait sans aucune détestation de la France. Mon grand-père n'a jamais transmis dans le cocon familial, parce qu'il ne s'est pas engagé pour l'Algérie pendant la guerre. Il pouvait aimer la France et ce qu'elle représentait, et pourtant lui aussi comprendre et soutenir le fait que l'Algérie devienne française. Et de la même manière, ma grand-mère n'était pas dans des propos anti-français, et pourtant elle a aspiré à vivre son propre destin. Je crois que l'histoire est toujours complexe, elle n'est jamais maïkéenne, et qu'on a des enfants de toute cette histoire. Et quand elle est mal racontée, elle crée forcément de mauvaises choses. On ne peut jamais démarrer une relation saine sur la base de mensonges. Et je crois que tout ce que nous vivons aussi vient charrier une partie de nos histoires communes. J'ai la chance d'avoir grandi dans un environnement sain, aimant, et même s'il y avait beaucoup de pudeur, on nous a toujours transmis ce que c'était que l'Algérie, ce que c'était qu'aussi la colonisation. Bon, ma mère me raconte aussi de jolies rencontres, parce que, encore une fois,
on ne peut jamais idéaliser la colonisation. C'est faux de croire que c'est un régime convenable, à plus forte raison pour un pays des droits de l'homme qui avait décrété en 1789 que tous les hommes naissent égaux, et pourtant avoir créé un système d'indigénat où les Algériens ne pouvaient pas devenir français, sauf si l'une des premières conditions, par exemple, c'était de ne plus être musulman. Donc, alors que la loi de 1905 était quand même antérieure. Donc, il faut comprendre aussi à quel point la France, nous sommes trahis avec la question de la colonisation, en réalité. C'est pour ça que c'était un système qui ne pouvait pas durer, d'autant plus que la question de la guerre d'Algérie naît d'un refus d'assimilation. En réalité, on a refusé que des Algériens deviennent assimilés, parce que tout un ensemble d'hommes et de femmes intellectuels aspiraient à devenir français, aspiraient à participer à la nation. Et c'est de ce refus que naît la volonté indépendantiste et naît la volonté de créer son propre destin. Mais encore une fois, l'histoire racontée par les vainqueurs, c'est toujours des gens qui expliquent qu'on est venu civiliser deux, trois montagnards qui n'y connaissaient strictement rien à la civilisation. Donc, j'ai eu la chance de grandir effectivement avec cette connaissance-là, ou en tout cas de confronter ce qu'on m'apprenait à l'école avec un récit plus juste, jamais dans la confrontation. Mais oui, je crois que quand on connaît l'histoire, qu'on la comprend, qu'on refuse aussi d'être dans le jugement du passé, on vit plutôt bien les choses. Donc oui, l'Algérie, ça convoque beaucoup de choses à travers mon histoire, mais c'est surtout, oui, beaucoup de souvenirs, et je crois que j'y vais en théorie dans pas très longtemps, donc j'ai hâte. Moi, j'y suis déjà allée et j'ai vraiment kiffé. L'architecture, enfin, je suis partie à Alger pour faire un concert pendant un festival, parce que je faisais de la musique avant. Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que quand j'y suis allée, le peuple il était super accueillant, vraiment, mais incroyable, quoi. Et en France, on essaye tout le temps de nous renvoyer l'image d'un peuple constamment énervé. Tu vois, les Algériens, c'est les mecs vénères tout le temps. Je sais pas, ça vient d'où ce truc-là? Parce que ils sont vifs. Ils sont vifs, c'est vrai, c'est une réalité. Mais non, moi, je les trouve particulièrement attachants. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup aimé la maturité de la jeunesse algérienne pendant la période du Hirak. La volonté, en fait, de vouloir une société meilleure, une société plus démocratique, une société plus juste, avec une maturité politique extraordinaire, en donnant des leçons, pour le coup, à beaucoup de pays, sur ce que devaient être des manifestations sans heure, sur des manifestations qu'on nettoie à la suite de l'événement. Donc, enfin, moi, je suis très admirative de ce pays, de ce peuple extrêmement résilient, véritablement. J'ai un profond respect pour les Algériens et les Algériennes. Ce qu'on oublie, c'est que la guerre d'Algérie, c'est encore une mémoire vive. C'est 62, l'indépendance. Les années 60, c'est les pas de def, c'est la fin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on oublie de dire que des gens qui ont fait la guerre, qui ont participé à la guerre, sont toujours vivants. Et d'ailleurs, c'est le cas pour des Français colons, des Harkis, des Pieds Noirs et des Algériens. Donc, on est encore sur une mémoire vive. Et je crois que c'est aussi pour cela que c'est aussi sensible, parce qu'on a une vraie proximité temporelle et aussi une proximité avec ces personnes-là. Et puis, on a une population résiliente parce qu'elle a connu dans les années 90 ce qu'on dit pudiquement les années noires. On parle de terrorisme pendant près de 10 ans, avec au bas mot près de 200 000 personnes tuées. On oublie de dire que l'Algérie est probablement le seul pays qui a réussi à vaincre le terrorisme. Je ne suis pas sûre quand on voit aujourd'hui ce qu'est l'Afghanistan, par exemple, on comprend que ça reste quand même des choses très compliquées. Il y a une résilience en Algérie que je trouve extraordinaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi peut-être des conséquences de tout ce passif, mais il y a une envie de vivre que je trouve, moi, touchante et extraordinaire. Et je crois que c'est ce qui se caractérise et c'est ce qui se dégage, en fait,
lorsqu'on arrive en Algérie et qu'on voit justement ce peuple si accueillant, parce qu'il y a une envie d'être en communion, en réalité, avec les autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de vivre. Des gens qui sont aussi mélancoliques, parce que c'est compliqué, dans un temps d'un pays, d'avoir vécu des choses aussi atroces dans un temps aussi court. Mais voilà, je crois que c'est ce qui tranche avec leur humanité, leur humour. Je trouve que les Algériens sont particulièrement drôles, vraiment. Et par exemple, je crois que ça vient de là, mon envie de débattre. Moi, je l'ai écrit dans mon livre « À la force du cœur ». J'ai aimé débattre, ou en tout cas prendre la parole, parce que dans de nombreuses familles, le soir, c'est des moments d'échange. C'est-à-dire qu'on sort les paillasses, les peaux de mouton, on les met dans la cour parce que les maisons sont terriblement chaudes. Et on échange pendant des heures et jusqu'à pas d'heure le soir, la nuit. Et on est tous mélangés, c'est-à-dire enfants, adultes. On peut se réfugier sur la dalle si on a envie d'être entre jeunes femmes. Enfin, voilà, c'est toujours des temps où on échange et où je me souviens où on parlait politique. Politique française, politique algérienne, où on parlait des sujets de société et tout le monde avait le droit à la parole et on se vannait terriblement. Et ouais, je crois que ces moments comme ça, très méditerranéens, forgent beaucoup. Et moi, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai une facilité à prendre la parole, à donner mon avis, qu'on ait envie de l'entendre ou pas d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui se dégage de ce peuple, cette envie d'aimer les autres, de donner son avis, d'être très drôle. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup d'affection et d'amour même pour le peuple algérien. Moi aussi, je le dis. À l'époque, tu avais vu le match entre la France et l'Algérie? C'est le match qui a dégénéré. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi? C'était dommage, quoi. Enfin, mais à la limite, ça aurait été n'importe quel match, j'aurais eu exactement la même désolation en réalité. Enfin, Ouais, mais comme t'es oui, peu des deux, quoi, tu vois. mais en soi, ouais, je trouve que c'est plutôt une fête gâchée, quoi. Enfin, après, est-ce qu'il y a besoin d'en faire un drame aussi, quoi? Enfin, je crois que quand les gens sont exaltés, ils font n'importe quoi. Bon, en soi, c'est pas des jolies images, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Enfin, je crois qu'il faut aussi dédramatiser beaucoup de choses. Et là, par exemple, vous avez Mehdi Guézard, qui est grande gueule à RMC, qui est algérien, et qui a ramené l'after-foot d'RMC en Algérie. Ce qui ne s'est jamais fait. Et donc, ils ont fait l'émission de l'after-foot d'RMC en Algérie. Je suis plus à retenir, en fait, ce genre d'initiative. Parce que si on regarde, en fait, dans le rétro, il y a plein de choses qui vont nous déplaire. Et j'ai tendance à croire que quand on conduit en regardant uniquement le rétro, on se plante. Je préfère regarder droit devant et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses jolies, passionnantes, exaltantes à créer dans les années à venir, vraiment, avec l'Algérie. Tu parles de RMC, comment tu as atterri sur les plateaux de RMC, BFM, etc. Alors, en fait, je faisais des petites radios. À la base, ça commence parce qu'on m'a interviewée sur mon métier, donc dans l'emploi. Donc, on m'a interviewée pour parler du chômage et comment on pouvait lutter juste contre le chômage. Et on a trouvé que j'étais très à l'aise devant le micro et on m'a demandé de revenir en fait pour débriefer l'actu. C'est vraiment une petite radio et je me suis prêtée au jeu parce que je trouvais ça génial. Mais enfin vraiment, c'était une émission à la Diffoul, hein, c'était 22h minuit. Donc pour le coup, je pense que c'était écouté par très peu de personnes, mais je trouvais l'exercice hyper intéressant chaque semaine de débriefer l'actu. Et un jour, je suis à Beurre FM pour débriefer l'actu et je rencontre Malik Etou, qui deviendra plus tard le vice-président de mon association. Et on a accroché intellectuellement, philosophiquement, très, très rapidement. Et aussi par nos parcours communs. Son père avait atterri dans les bidonvilles de Nanterre comme le mien, très jeune. Il y a des histoires qui nous ont marqués. Enfin, lui s'appelle Malik parce que sa maman l'a appelé comme Malik Oussekine. Enfin, il y a des histoires communes et il y a parfois des amitiés qui naissent très rapidement. Enfin, je crois qu'on s'est apprécié quasiment instantanément. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, tu as
quelque chose de différent au micro. Tu as vraiment un style qui me fait rappeler le style très naturel des grandes gueules d'RMC. Et tu devrais aller les voir pour y être. Et moi, j'avais vu, écouter de temps en temps l'émission. Et enfin, j'avais pas du tout le souhait, en réalité, de m'orienter vers cette voie-là. C'était pas quelque chose de choisi. Je n'ai jamais eu la volonté d'être journaliste. Je ne le suis pas, d'ailleurs. Et donc, il me met au défi d'y aller. Et je me retrouve un vendredi. Alors, on avait décidé d'y aller ensemble. Et il était en vacances. Il était au bord de sa piscine. Et il me taquine en me disant non, mais ça va, c'est bon, t'as pas besoin de moi pour y aller. T'es une grande fille. Et je déteste quand on me pique et qu'on me met à défi. Et je dis non, mais c'est bon, je peux y aller toute seule. Et du coup, je me suis retrouvée à y aller. Et tu connaissais personne quand t'es arrivée? Personne. Donc, je vais en bas de l'immeuble, je gare ma voiture à l'arrache, mais vraiment. Donc, j'arrive comme ça devant l'immeuble, je vois les grands vigiles. Eux-mêmes me regardent, et donc je suis au téléphone avec Malik. Et je vois un grand monsieur, Maxime Daridan, qui me fait un signe, qui est lui-même un peu surpris de me voir. En fait, Maxime Daridan, je l'avais rencontré au Sénat. Forcément, je suis très engagée au niveau associatif, donc je l'avais rencontré au Sénat sur un débat sur l'image des quartiers dans les médias, d'où sa présence, puisqu'il travaillait sur ces thématiques-là auprès du groupe Altis, donc BFM RMC. Et donc, et c'est vrai que quand on s'était rencontrés, on avait beaucoup échangé sur ces questions-là, des quartiers populaires. Et il m'avait dit, tu devrais faire de la télé, tu as quelque chose de très frais, de très naturel, de très enthousiasmant. Très algérien. Et du coup, il m'avait laissé sa carte. Et en fait, très naïvement, moi j'ai cru, tu sais, un peu comme les casteurs, tu sais, dans la rue qui voient une jolie fille et qui lui disent « Ah, tu pourrais être mannequin ». J'ai pas du tout pris ça au sérieux, en fait. Donc j'ai rangé sa carte, mais je me suis dit, un jour, si je fais un débat, je l'inviterai. Enfin, j'étais plutôt sur quelque chose de très pragmatique. Et donc il vient, il me salue, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui raconte ma démarche. Je dis « Voilà, je viens voir Alain Marchal et Olivier Truchot parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de pluralité autour du plateau, notamment sur telle question. » Il me regarde faire mon pitch et il me dit « Mais t'es pas sérieuse. Je t'ai donné mes coordonnées parce que je t'ai dit que tu devrais faire de la télé et tu m'appelles pas. » Et très naturellement, je lui dis « Mais t'es pas les présentateurs, donc non, quoi. » Et il me dit « Et tu viens en bas de l'immeuble, comme ça, sans connaître personne. » Et je lui dis « Ouais, mais ça, c'est la street. » Et du coup, il me fait rentrer dans les locaux. Donc, c'est là où j'aperçois Christophe Barbier, Jean-Jacques Bourdin à l'époque. Et donc, moi, je me sens jamais intimidée, mais je suis toujours très, très amusée de me retrouver dans des endroits où, à la base, on ne m'attend pas du tout. Donc, moi, je suis plutôt en train de me marrer. Je regarde tout le monde, j'ai des grands yeux ouverts. Je suis très amusée par la situation. Parce qu'en plus, je dis à Malik, je dis « Attends, écoute, je suis rentrée, je te rappelle. » Et du coup, il me dit « Écoute, on fait le tour du propriétaire. Et quand tu arrives sur le plateau, sur l'étage des GG, n'hésite pas à faire ce que tu sais faire de mieux, visiblement. » Et sauf qu'on était un vendredi. Donc, du coup, l'équipe part plus tôt. Et donc, on refait le monde pendant sa pause déjeuner. Et il me dit, écoute, je leur fais un mail, surtout que, du coup, je lui raconte un petit peu plus précisément mon parcours, ce que j'ai fait. Et il me dit, écoute, je pense qu'ils vont t'adorer. Je leur fais un mail. Et ils vont probablement te recontacter. Et je lui dis, très amusée, je lui dis, de toute façon, vendredi prochain, je suis en bas de l'immeuble. Il me dit, ouais, cette fois-ci, appelle-moi, ce sera plus simple. Et en réalité, ils m'ont appelé le lundi. La productrice Anaïs Sens m'appelle le lundi. On fait un entretien qui se passe très bien au téléphone. Et elle finit par me dire, écoute, ce serait bien qu'on fasse un test. T'es dispo quand la semaine? Donc je lui dis mercredi. Moi, je lui dis, mais vraiment, la nana qui n'y connaît strictement rien à la télé, je dis, pour voir comment je passe à la caméra et ma voix au niveau du micro. Elle m'a dit, non, cocotte, mercredi, t'es à l'émission et tu fais l'émission avec nous. Je dis, ah, ok, très bien. Et ça a commencé comme ça. Donc, dès le mercredi, t'es arrivé vendredi. Lundi, il m'appelle et mercredi, je suis à l'antenne. Ça, c'est du rapide. Je fais la saison comme ça. Et après, j'ai poursuivi sur CNews avec Laurence Ferrari. Et puis voilà. Mais ouais, je crois que les choses... En fait, je crois qu'il ne faut pas se compliquer la vie des fois. Et ce que le commerce m'a appris, en réalité, ou la banque, de manière générale, c'est que c'est quand on fait plusieurs tentatives qu'on peut réussir à avoir une réponse positive. Donc, dans Rose, il y a Ose. Et j'ai beaucoup d'audace. Donc, c'est vrai que j'ose assez facilement. En tout cas, je ne suis pas effrayée par le fait de faire des choses. Et le non ne me perturbe pas.
C'est-à-dire qu'on ne meurt jamais de quelqu'un qui vous a dit non en soi. Donc, et tout bon commercial accepte, digère très rapidement le non et il passe au suivant. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré chez moi. Et donc, je teste. Si ça fonctionne, c'est cool. Si ça ne fonctionne pas, c'est cool aussi. C'est pas grave. C'est qu'il y a un autre destin qui m'attend ailleurs. Et effectivement, je n'ai pas de mal à frapper aux portes parce que c'est la seule manière pour qu'elles s'ouvrent, en réalité. À ce jour, pour toi, le débat le plus tendu que tu aies eu à gérer, c'est lequel? Parce que j'ai pu en voir passer pas mal sur Twitter, justement. Enfin, excuse-moi, sur X. Sur X. Ah, c'est très chelou de dire X. Ouais. Moi, j'y arrive pas. Même le nom, c'est... J'ai un côté très vintage. Je reste sur Twitter. D'ailleurs, je suis dégoûtée d'avoir fait ma mise à jour. Parce que du coup, c'est passé à X. Le plus récent, forcément, avec André Berkoff. Parce que, mais c'est pas, je ne l'ai pas senti tendu. C'est-à-dire que lui a complètement craqué. Enfin, on s'est énervé ponctuellement, mais et d'ailleurs, à la fin de l'émission, je lui dis « Oh, fais gaffe quand même, André. Ton petit cœur, il est fragile, pousse pas trop. » Donc non, j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Le plus tendu, là où j'ai senti... En fait, c'est plutôt mon débat avec Zineb El Razaoui, où j'ai senti, à la suite du débat, le flot d'harcèlement que j'ai pu avoir, le nombre d'insultes. Là, j'ai compris que... qu'en fonction de avec qui tu débattais, ça pouvait changer, quoi. Ouais, vraiment, alors en soi, c'était pas tendu. Mais c'est la communauté, tu veux dire? Ouais, c'est plus ça. Après, sur le plateau, vu les plateaux où je suis, c'est souvent entendu. En tout cas, les conséquences étaient plus avec Zineb. Qu'est-ce qui s'était passé, en fait? En fait, à l'époque, elle n'avait pas eu beaucoup de contradicteurs. C'est vrai qu'on était post-Charlie. Et moi, en soi, j'ai pas de problème à être Charlie au sens liberté d'expression. Mais il y avait un certain nombre de ses propos qui m'avaient choquée terriblement sur, par exemple, le lien qu'elle faisait entre femmes voilées et terrorisme, que je trouvais scandaleux, sur le fait que la France avait... était très peu regardante avec la communauté musulmane parce qu'on avait peur qu'elle déclenche sa ceinture d'explosifs. Enfin, voilà, il y avait des propos comme ça qui étaient très violents. Et du coup, j'ai voulu la confronter à ses propres propos dans une période où on refusait de la contredire parce qu'elle avait fait effectivement toute une partie de son équipe éditoriale qui avait été assassinée, dont je partage terriblement la douleur, mais on ne peut pas laisser dire un certain nombre de propos extrêmement violents. Et du coup, j'avoue avoir commencé tout mon propos axé sur cela. Et c'est vrai que je lui ai dit que sa parole n'apportait rien au débat public et qu'elle était une forme de Zemmour, mais qu'on préférera toujours l'original à la copie. Ce qui l'a fait sourire, en soi. Et ensuite, je lui ai déballé toutes les phrases qu'elle avait pu dire. Et je lui ai rappelé, c'était en 2019, que ses propos étaient dangereux dans la mesure où, sur la communauté musulmane, elle oubliait que de nombreux Français de confession musulmane étaient enseignants, étaient policiers, étaient militaires, et que du coup, étaient chefs d'entreprise, et que ces Français de confession musulmane créaient de la richesse dans notre pays, éduquaient nos enfants, protégeaient la population, protégeaient également, au-delà de nos frontières, nos valeurs, et que c'était terriblement honteux de tenir ces propos. De la même manière que faire un lien entre voile et terrorisme, c'était accuser Latifa Ibn Ziaten, qui a perdu son fils Imad sous les balles de Mohamed Merah, de l'accuser elle-même de faire partie du problème. C'était accuser la mère d'Ahmed Merabet, policier tombé sous les balles des frères Kouachi. C'était également accuser cette mère qui avait perdu son fils, qui s'était engagé quand même. Je n'arrivais pas à comprendre ce lien. Et c'est vrai qu'en la confrontant à des éléments très factuels, ça a été très compliqué parce que j'ai été l'une des rares à cette période-là à le faire, mais parce que j'ai toujours assumé ce que je pensais, j'ai toujours assumé mes convictions, et je suis profondément humaniste, c'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas d'un camp contre un autre, il n'y a pas une France contre une autre, et donc
j'ai pas à rougir de venir confronter une femme, même si elle a terriblement souffert, à ses propres contradictions et à ses propres propos haineux. Et donc je me suis autorisée à le faire. Bon, j'ai compris par la suite que ça avait quelques conséquences, en tout cas au niveau du cyberharcèlement. Mais ça a été mon épreuve du feu. Après, tous les autres ont glissé assez naturellement. Donc, De toute façon, j'ai l'impression que tu as une armure. mais je te l'ai dit tout à l'heure, je ne me définis pas dans le regard des autres. Donc en fait, ce que ça provoque chez les gens, ça les regarde, plus eux et leur vision des choses. Mais moi, je suis assez claire avec qui je suis, ce que je pense. Et je crois qu'il est compliqué de trouver chez moi des propos haineux. Véritablement, moi, je suis pour une France unie. Je m'inquiète beaucoup plus du délitement en fait de nos valeurs que de nombreuses personnes qui n'ont ce mot-là qu'à la bouche en réalité. Moi, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est pas un slogan d'entreprise pour moi. Donc j'essaye dans chacune de mes interventions de faire comprendre à quel point j'ai de leçons de personnes à recevoir sur le patriotisme ou sur l'amour de mon pays ou sur qui je suis ou sur qui nous sommes, même si je mets des grands guillemets à nous parce que ça veut tout et rien dire. J'ai jamais vu, moi, les Français d'origine immigrée comme un groupe social monolithique. Enfin, même ça, c'est déjà très colonialiste dans la posture. Enfin, une chose fondamentale que m'ont appris mes parents, c'est le respect des autres, véritablement. Et donc oui, je crois que quand on n'est pas animé par de la haine, de la négativité, on vit plutôt bien ses convictions. La plupart du temps où je te vois, tu débats avec des hommes, du coup. Être une femme sur un plateau, c'est plutôt une force ou une faiblesse ? En fait, j'aspirerais à ce que ce soit normal, en fait. Non, on est en minorité numérique constamment, d'ailleurs, quels que soient les plateaux. Mais en fait, ça m'est arrivé rarement de le pointer, mais je l'ai déjà fait sur des plateaux où quand je l'ai fait dernièrement avec un élu de Levallois, où à côté il y avait Florent Philippot, qui n'est pas particulièrement en adéquation avec mes idées, mais qui avait au moins la courtoisie de me laisser parler et d'interagir ensuite. Et cet élu de Levallois, de droite, me coupait à chacune de mes phrases. Et donc je lui ai fait remarquer. Que c'était déjà très compliqué d'être la seule femme sur le plateau. Je pouvais éviter de m'interrompre. Et donc, c'est assez facile pour lui de dire non, mais on est dans un débat. Je lui dis oui, on est dans un débat. Mais pour débattre, il faut au moins que je déroule une idée. Et je lui dis, vous savez, à côté de vous, Florent Philippot, je ne crois pas qu'il partage mes idées. Et pourtant, il a la courtoisie de me laisser parler. Je lui dis donc, si vous me coupez à chacune des phrases, ça ne va pas le faire. Et ce n'est pas un argument que je cite de temps en temps, mais ces mêmes personnes sont les premiers à nous expliquer que dans certaines communautés, on ne laisse pas la parole aux femmes, qu'elles sont soumises. Oui, je crois que des fois, il faut leur rappeler que, comme les autres, on a le droit à la parole et que, bizarrement, il n'a pas ce mécanisme de couper les gens à chacune des phrases, mais que quand c'est une femme, c'est tellement plus facile pour lui de le faire. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est parce que je suis une femme, si ce sont mes idées. Je crois que c'est un peu des deux, en réalité. Donc non, moi, je le vis pas mal, en réalité. Je ne sais pas si c'est une force. En tout cas, l'image est détestable pour eux lorsque je suis seule contre tous, d'avoir effectivement trois bonhommes qui hurlent sur une jeune femme qui essaye de leur expliquer des choses. Alors après, s'ils ont des cordes vocales, j'en ai aussi. Ma foi, je réponds. Hein, donc, je ne me sens pas victime non plus. Je rétolte. Mais c'est vrai que après, pour connaître un peu ceux qui bookent les invités ou les chroniqueurs,
ils ont parfois plus de mal aussi à trouver des femmes, mais parce que quand on s'expose, c'est plus compliqué quand on est une femme. Enfin, les hommes ne reçoivent que très rarement des remarques sur leur physique. Les femmes, constamment. Constamment. Un gars qui va un petit peu, pas hurler, mais en tout cas s'imposer dans une argumentation, on ne va pas le traiter d'hystérique. Une femme, beaucoup plus facilement. Donc, voilà, moi, j'ai tout reçu. Que j'étais une fausse blonde, que j'étais trop grosse, que j'étais... alors, je ne parle même pas à toutes les insultes sexistes. Mais ouais, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, il faut être forte pour... Ouais, en tant que femme, quoi, les femmes en général. Quoi. Oui, non, mais en tout cas, il faut je vais pas dire accepter, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui va arriver, inévitablement. Moi, c'est pas quelque chose que j'accepte au sens où c'est la rançon de la gloire. Non, pas du tout. C'est juste des gens très mal élevés, qu'on a très mal éduqués et qui pensent que Internet, c'est le Far West. Donc, je ne leur trouve aucune circonstance atténuante. Mais j'ai compris, malheureusement, que c'est quelque chose qui arriverait à partir du moment où je m'exprimerai. Bon, après, à partir du moment où je suis très au clair... mais comme j'ai pointé Jean Messia une fois, je ne sais plus ce que je lui avais dit... je sais plus ce que je lui avais dit. Il avait trouvé que c'était insultant. Et je lui ai dit, oh, c'est drôle pour quelqu'un qui dit que je suis une femme siliconée sur Twitter. Je lui dis, je trouve que vous êtes culotté quand même. Il me dit, oui, non, mais je me suis excusée. Je lui dis, c'est faux. Je lui dis, vous n'êtes pas excusé sur Twitter. Quand vous m'avez rencontré un jour, vous vous êtes excusé. Je lui dis, mais à aucun moment vous êtes excusé sur Twitter. Et il me dit, oui, mais si, je me suis excusé. Je lui dis, c'est faux. Je lui dis, mais de toute façon, on vous a retiré. Enfin, c'était à l'époque où on lui avait retiré Twitter. Je lui dis, de toute façon, on vous a retiré Twitter, on ne peut pas le vérifier. Je lui dis, mais moi, je peux vous confirmer que vous vous êtes jamais excusé. Et Morandini lui avait dit, vous l'avez traité de femme siliconée, et il dit non, mais je me suis excusée. Mais peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, des personnalités politiques, bon, même si Jean Messia, c'est plus un intermittent du spectacle aujourd'hui qu'un homme politique, mais il s'octroie le droit d'être aussi outrancier, véritablement. Bon, après... ça va, je suis très tranquille avec qui je suis, donc c'est pas un souci. Ouais, mais ça en dit tellement plus sur eux que sur moi. En fait, j'arrive même pas à comprendre les attaques physiques. C'est extraordinaire. C'est de la bassesse, quoi. Ça en dit plus sur son propre physique que le mien, en réalité. Ouais, parce que de toute façon, on pourrait en discuter. Voilà, moi personnellement, quand on l'a traité de tête de chameau, je trouvais pas ça classe, je trouvais ça ridicule, je trouve que ça n'apporte véritablement rien au débat. C'est ni fait ni à faire en réalité. Donc bon, après c'est ma manière de penser, mais oui, non, faut, je vais pas dire être blindé parce que je voudrais surtout pas que des femmes s'empêchent de prendre la parole. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, exactement. C'est une réalité. J'espère que c'est une réalité qu'on pourra combattre véritablement. Moi, je ne compte plus les plaintes que j'ai pu faire. Au début, je plaintais. À un moment, bon, c'est lourd. La seule qui a abouti, et véritablement, je remercie le policier qui a instruit cette plainte, c'est lorsqu'on m'a menacée de viol sur Instagram. Mais strictement rien à voir avec la politique. Là, je mettais des vidéos, des stories sur les footings que je faisais. Et là, quelqu'un m'a envoyé un DM en me demandant quel parcours je faisais au Bois de Boulogne pour qu'il puisse venir me violer si ça ne me dérangeait pas. Donc, père de famille, 42 ans, propre sur lui. Enfin, voilà. Donc ouais, là, c'est la seule fois. Pourtant, j'en ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des courriers en recommandé. Enfin, véritablement, parce que certains ont du temps à perdre. Mais comme c'était toujours en réaction à des propos politiques, j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de réponse un peu épidermique à ce que je pensais. Et pas que je minimise, parce que j'avais porté plainte à l'époque, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une forme de réponse qui n'était presque que idéologique. Là, je n'arrivais pas à comprendre comment un footing pouvait susciter l'envie d'un viol, en réalité. D'ailleurs, rien ne peut susciter l'envie d'un viol dans l'absolu. Mais
Mais je crois que c'est la seule fois où j'ai eu peur, dans le sens où j'ai arrêté de faire un footing au Bois de Boulogne. Donc, en tout cas, le temps que la personne soit identifiée. Donc, ouais, Et elle a eu quelque chose ou pas? oui, oui, oui. On lui a rappelé que c'était pas bien de menacer les femmes de viol. Donc oui, il a eu un rappel à la loi, il a eu un stage qui devait s'autofinancer sur les violences faites aux femmes, et puis une interdiction de m'approcher. Toi, tu fais partie d'une grande famille. Est-ce qu'ils ont peur pour toi, justement? Non, parce que je les protège beaucoup de cela. Donc non, non, non. Honnêtement, non. Peut-être parce que je le vis bien et que c'est peut-être rassurant aussi pour eux, je crois. Après, alors c'est vrai que dernièrement, c'est un peu plus compliqué parce que la dernière vidéo a beaucoup tourné, donc on me reconnaît un peu plus. Mais en soi, honnêtement, on reçoit beaucoup plus d'amour que de haine. La haine, c'est plus sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, in real life, ça va, les gens sont adorables. Même les fachos ont tendance à être sympas quand on les voit. Moi, j'en ai déjà qui m'ont abordé. Genre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'ailleurs, Zemmour, vous ne pensez pas qu'il a raison sur ça? Je dis vraiment, on va vraiment débattre de cela. Mais des fois à la plage. Hein. Non. Je dis vraiment, en plus, c'est fou de croire que mes opinions vont changer parce que vous me rencontrez au marché ou ailleurs. Mais les gens sont quand même assez corrects, vraiment, et au-delà de ça, très affectueux. Donc non, ça va. Après, ma mère, c'est très drôle, quand j'ai commencé à passer à la télé, j'ai un visage qui n'a pas beaucoup changé, donc j'ai beaucoup de gens qui me reconnaissent, et en plus mes parents vivent toujours à Colombes, hein, donc du coup je n'ai pas beaucoup changé. Et elle était très souvent interpellée dans la rue, parce que j'ai des gens avec qui j'ai été en primaire, au collège, au lycée, parce que j'ai fait toute ma scolarité là-bas, et qui l'interpellaient en lui disant bravo pour ta fille, c'est génial ce qu'elle fait. Et en fait, ma mère disait non, non, c'est pas ma fille. Non, non, vous vous trompez, c'est pas ma fille. Et elle insistait comme ça, et les gens lui disaient bah si, c'est ta fille. Et je lui disais non, non, vraiment, c'est pas ma fille. Et quand ma mère me raconte ça, je dis pourquoi tu fais ça, maman? Elle me dit non, 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 et, oh, ils vont te porter l'œil. Et je trouvais ça très drôle. C'est-à-dire que sa préoccupation, c'était plutôt qu'on me porte l'œil plus que qu'on me fasse du mal. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, elle s'inquiète plus pour sa fille sur de la superstition qu'autre chose. Tu parlais de Jean Messia. C'était assez chaud, donc votre dernier débat. Comment tu gères ce moment-là? Bah, en fait, c'est pas lui le plus. Une fois, il m'a dit. Il m'a parlé des pays du Moyen-Orient avec qui j'avais des proximités. Et c'est rare que je m'énerve, mais mon visage a changé. Je lui dis pardon. Je dis donc là, on est sur de la diffamation. Donnez-moi un lien que je peux avoir avec un pays du Moyen-Orient. Un seul. Il me dit non, mais je dis non, non, non. Je dis, on va arrêter l'émission tout de suite. Je lui dis un seul lien. Et il me dit non, mais ça peut être un lien affectif, avec son petit sourire. Et je lui dis non, mais ça va, taisez-vous. Et c'est la seule fois où on ne peut pas tout laisser dire. Mais comme des gens, enfin la dernière fois c'était Damien Rieu qui a essayé de m'inventer un lien avec des mouvances salafistes. Et je lui dis mais en fait vous n'êtes pas lanceur d'alerte, vous êtes lanceur de fake news. Donc je lui ai répondu à son propos et je lui dis franchement, c'est fatigant. Et en fait, quand on n'a rien à dire sur le fond, sur les arguments, sur nos idées, moi, je n'ai aucun mal à ce qu'il ne pense pas de la même manière que moi. Grand bien lui fasse, on est en démocratie. Et pour le coup, je suis une farouche défenseuse des libertés, et même des libertés de penser. Mais on ne peut pas tout dire et salir les gens sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ce n'est pas ma manière de procéder. Et donc, ouais, il y a des moments où je suis très ferme dans ce que je pense. Mais après, j'ai plutôt tendance, en règle générale, à plutôt ridiculiser. Mais parce que les gens sont... Enfin, je me souviens d'Aline Bertrand qui m'avait dit mais si, madame, il y a des cafés où on interdit l'accès aux femmes. Et je lui dis très bien, lesquels? Elle me dit oui, il y en a plein. Je dis tant mieux, vu que vous avez une liste, vous allez pouvoir m'en sortir un. Elle me dit non, mais il y en a partout. Si vous voulez, je vous emmène à Marseille. Et je regarde Jean-Marc et je dis ah, elle est mignonne. Je dis non, vous êtes mignonne, vraiment. Vous allez m'emmener à Marseille visiter des bars. Je dis arrêtez. Et donc oui, des fois j'ai plutôt tendance à être presque gentiment condescendante, plus que tendue
parce que c'est plus simple de répondre de cette manière. Et après, j'ai des moments où il m'arrivait une fois d'être particulièrement émue. C'est justement concernant Marseille, sur une cité où il y avait eu des migrants qui avaient incendié un appartement. Alors, on est en plus sur des immeubles qui sont pas des HLM, mais qui sont sur du privé. Donc vous avez des propriétaires occupants et des locataires, mais on est sur des propriétés privées. Et cette jeune femme avait témoigné, alors il y avait près d'un tiers de l'immeuble qui était squatté. J'ai jamais vu ça. Nulle part en France, vous avez un tiers d'un immeuble qui est squatté par des migrants, un immeuble habité. Au point où les habitants avaient peur de sortir de chez eux. C'est-à-dire qu'ils laissaient en permanence quelqu'un de chez eux pour être sûr de ne pas être squatté. Ça n'arrive nulle part, mais vraiment. Et je me rappelle de cette jeune femme, je suis sur le plateau, et je me rappelle de cette jeune femme qui témoigne de l'incendie qu'on a fait subir à l'appartement de sa mère. Et indéniablement, moi j'ai grandi dans un quartier, je me reconnais en elle. Cette jeune femme, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma famille, ça aurait pu être tellement de gens que je connais. Et on voit la cité, la Calistée, complètement à l'abandon. Il n'y a rien. Et à ce moment-là, je pars dans une tirade où je suis véritablement en colère et émue parce que je me dis, mais je lui dis, mais il est là le séparatisme, là, en fait. Elle est là, la République, là, qui se sépare de ses territoires. Il y a quoi dans ce quartier-là? Je lui dis, vous avez vu la dégaine des immeubles? C'est même pas des HLM. Je lui dis, ils sont où, là, les képis, là? Je lui dis, il est où le préfet? Il fait quoi, le maire? Fait quoi Samia Ghali, là, qui voulait ramener l'armée dans les quartiers? Je lui dis, on est capable là, de laisser ces gens-là complètement à l'abandon, avec des migrants qui se battent à la machette en plein cœur d'un quartier, comme si c'était la normalité. Je lui dis, est-ce qu'on squatterait un tiers d'un immeuble dans un autre quartier marseillais, en bord de mer, pareil? Jamais de la vie. Et à ce moment-là, j'ai une colère tellement sincère, parce que je me dis, vous faites exprès de ne pas voir, enfin, comme si ces gens-là méritaient leur sort, quoi. Même Julien Audoul, à ce moment-là, est d'accord avec moi, ne dit rien. Il y a Othman Nasrou, qui fait partie des Républicains, valide mon discours. Et je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un député macroniste qui me dit oui, non, mais il ne faut pas réagir avec émotion. Et là, il met un pied dans la machine. Je dis pardon. Je dis non, mais c'est parce que les politiques ont arrêté d'avoir de l'émotion qu'on en arrive à des situations comme celle-là. Je dis c'est parce qu'en fait, concrètement, vous n'en avez rien à foutre de ces gens-là. Je dis c'est parce que vous n'avez plus aucune émotion pour ces habitants qu'on arrive à des situations pareilles. Et ouais, ça a été un vrai moment de colère et qui a donné suite du coup la semaine suivante. Puisque du coup le lendemain, Jean-Marc, qui est taquin, demande à Samia Ghali du coup de répondre à mon passage, et donc elle exprime ce qu'elle fait pour les quartiers, et elle lui dit venez voir, et faut pas dire ça à Jean-Marc. Jean-Marc lui dit c'est une invitation, on peut venir? Et c'est juste que tu peux pas te contredire à ce moment-là. Donc elle me dit oui, venez. Il dit on va venir. Et la semaine prochaine, la semaine d'après, on se retrouve en fait à Marseille. Et c'est là où je me retrouve à clasher en fait face à Samia Ghali parce qu'elle craque littéralement quand je lui rappelle que ça fait 20 ans qu'elle vit d'argent public. En fait, c'est parce que je lui exprime le fait qu'elle n'est pas responsable de 40 ans de politique de la ville désastreuse et que, à bien des égards, je ne peux pas la tenir responsable. En revanche, ça fait 20 ans qu'elle est dans le paysage politique, qu'elle vit d'argent public, et donc elle doit prendre sa part de responsabilité. Et que c'est juste impossible qu'un de ces quartiers, dans sa ville, se transforme littéralement en favelas et que personne ne l'ait vu dans ce quartier pendant près de... Je crois que ça faisait 6 mois que la situation se dégradait. Et donc, premier réflexe d'une femme politique qui se sent attaquée, alors que moi je suis là pour débattre,
Elle me dit, mais vous faites quoi, vous? Et je dis, madame, je suis chef d'entreprise, moi, pardonnez-moi. C'est pas avec les fonds publics, Je dis, c'est pas à moi de régler le problème marseillais. Je dis, en revanche, vous avez été élu pour ça. Ça fait 20 ans que vous vivez d'argent public, donc c'est de votre responsabilité, pas de la mienne. Je dis, moi, si vous arrivez à vous satisfaire de dormir tranquillement alors que ces habitants-là vivent là, c'est juste pas possible. Et donc, elle me dit plusieurs fois, vous faites quoi? Je dis, mais moi, madame, je suis chef d'entreprise, je crée de la richesse. Je dis, mais par contre, vous, non. Et donc, elle répète cette gimmick. Je crois que des jeunes filles derrière m'applaudissent. Donc, je crois qu'elle se sent piquée à ce moment-là. Et donc, elle me dit, non, mais là, vous faites l'animatrice, sous-entendant, je suis qu'une simple chroniqueuse, comme si je ne faisais rien par ailleurs. Donc, elle est un peu dans l'attaque sexiste à ce moment-là. Et je lui dis, madame, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. Je lui dis, moi, je n'ai pas été élue par ces gens-là et je ne regarde pas ces gens-là souffrir du haut de ma piscine dans les hauteurs de Marseille. Ouh, ce que je n'ai pas dit. Bon, après, il y avait tout un historique judiciaire autour de sa piscine, donc ça, fallait le savoir. Et ça la pique véritablement au vif, au point où elle arrache le micro des mains de Jean-Marc en disant « Non, mais là, on arrête. Hein, là, on arrête. Hein. » Et du coup, elle pète littéralement les plombs. Et c'est vrai que ce clash-là, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages de Marseillais. Et je crois que c'est ce qui l'a surprise en réalité, c'est d'avoir un tel soutien le jour J et après, les jours suivants, sur les réseaux, de la part de Marseillais. Et je crois qu'on minimise à quel point les Marseillais ont envie d'autre chose aussi pour les quartiers nord. Et moi, j'étais vraiment troublée par la situation désastreuse à Marseille. Vraiment, et pourtant, j'en ai visité des quartiers... on est en région parisienne, que ce soit Fresnes, que ce soit Mantes-la-Jolie, que ce soit les Mureaux, enfin, des cités difficiles, on en a tristement beaucoup, ou même d'autres dans d'autres villes. J'ai le souvenir à Reims, à Mulhouse, enfin, vraiment. Marseille, c'est sans eau, enfin, ça n'a aucune mesure. Aucune mesure. En termes de territoire, d'économie, les inégalités, mais sont tellement frappantes, tellement frappantes. Enfin, je pense qu'on minore la poudrière qu'est Marseille. Vraiment. On a l'impression que Rose Améziane a réponse à tout. Comment est-ce que tu fais? Non, je n'ai pas réponse à tout. Mais j'essaye d'exprimer du mieux que je peux mes opinions. Mais je n'ai pas réponse à tout, non, au contraire. Mais alors, si j'avais une réponse à te faire, mais qui est très sincère, j'ai une véritable soif d'apprendre. Donc, je m'intéresse terriblement aux autres. Je suis un peu comme une éponge, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse, ce n'est pas moi et ce que j'ai à lui raconter, mais c'est plutôt ce que l'autre peut m'apprendre. J'adore, par exemple, parler avec les vieilles personnes. J'adore les personnes âgées, vraiment. C'est peut-être en lien avec ta grand-mère. Sûrement. Et je peux passer des heures avec des... La dernière fois que j'ai visité une personne, c'était la grand-mère d'un ami, qui est décédé depuis, dans un EHPAD à Méru. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, mais surtout avec tous les pensionnaires. Chaque mois, je suis partie me balader et je me suis posée avec les pensionnaires et on a ri, je les ai écoutés sur leur vie, c'était très drôle. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les gens. Et donc... des fois, j'essaye de respecter mon agenda, mais je sais que quand je vais dans un événement, je peux facilement rester 1 heure à parler avec quelqu'un juste parce que il m'aura parlé de lui, de sa situation, ou même d'un sujet qui m'intéresse. Et je peux rester... La dernière fois que j'ai fait une conférence, je me suis retrouvée à dîner avec 2 participants juste parce que je les ai trouvés géniaux et que je prends le temps de découvrir les autres, en fait. Et je crois qu'on apprend beaucoup des autres. C'est un peu... pour moi, c'est la meilleure université, en réalité, le parcours des gens. Et donc, je me nourris beaucoup de ça. Alors, peut-être que dans mes réponses, il y a en réalité un peu des réponses de tous ceux que j'ai rencontrés. C'est peut-être pour ça que j'ai réponse à tout. Alors, moi, je ne me considère pas comme féministe, mais je me suis toujours engagée pour la cause des femmes, que ce soit dans la musique ou même là, en créant ce podcast vidéo, spécialement dédié aux femmes, d'ailleurs, confidentiel. Pour toi, être féministe, c'est quoi? C'est quoi ta définition? En fait, pour moi, le féminisme, c'est tout simplement qu'on
nous laisse notre place, en fait. Nous sommes la moitié de l'humanité. Donc, à ce titre, je n'ai pas à être reléguée à une moitié d'un couple ou une collaboratrice dans un projet. Donc, ouais, puis c'est juste laisser chaque femme faire ce qu'elle a envie de faire, en réalité. Qu'importe que ses choix soient soumis à quoi que ce soit, parce que d'ailleurs, qui peut croire qu'il est en totale liberté? Enfin, je ne sais pas, moi, si... on oppose très souvent le voile à la mini-jupe, mais je ne sais pas si c'est si féministe que ça d'être en mini-jupe, en réalité. Enfin, est-ce que ce n'est pas déjà répondre à une injonction masculine de la société sur le fait d'être désirable? Enfin, donc, et est-ce que ce serait pire que de répondre à peut-être des envies de pudeur d'une religion? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ce que c'est que complètement la liberté. En tout cas, nos choix, quels qu'ils soient, doivent se respecter. Donc ouais, non, moi, je suis très au clair avec les choix individuels. Et bien sûr qu'on est toujours influencé par une somme de nos vécus, de nos rencontres, de nos environnements. On n'est jamais totalement autonome. Enfin, c'est stupide de le croire. Mais on se doit d'être dans l'acceptation de l'autre. Tu vois, et je crois que le féminisme, c'est cela. C'est accepter l'autre dans tout ce qui nous oppose. Et donc, tu vois, même quelqu'un qui est totalement opposé... Enfin, j'ai honte que le seul parti qui a mis à sa tête une femme, ce soit le Rassemblement national. Tu vois, c'est... Putain, ça m'arrache le cœur de croire que le Rassemblement national est féministe. Bon, ça reste la fille de l'ancien patron. Il faut relativiser le féminisme au Rassemblement national. Mais je crois que ça dit beaucoup aussi de l'hypocrisie du féminisme occidental aussi. Tu vois, je ne crois pas que les Français soient prêts aujourd'hui à élire une femme. C'est pas vrai. Quand on connaît la France, on ne peut pas croire qu'aux prochaines présidentielles, ce sera une femme, sauf si, catastrophe, c'est Marine Le Pen. Mais en réalité, on ne va pas l'élire parce que c'est une femme. On va l'élire surtout parce qu'elle a des idées nauséabondes et c'est ce qui me fait terriblement peur. Mais ouais, je crois que c'est surtout accepter les choix des autres, même si ils sont en totale opposition avec nos propres choix de vie. Je crois que c'est ça. Et puis que globalement... on ne s'empêche de rien. Je crois que c'est ce qui nous différencie peut-être dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est cette capacité. En fait, on croit qu'on est humble parce qu'on reste à notre place. Et j'ai envie que beaucoup plus de femmes osent. En fait, je crois que c'est la même chose un peu pour la question des discriminations raciales. Moi, ça me va un féminisme où le jour où on aura même des responsables féminines médiocres et qu'on se dira « Ok, elle est juste médiocre, mais elle n'est pas médiocre parce que c'est une femme. » Tu vois ? Et parce qu'en réalité, c'est ça l'égalité. Parce qu'on ne se pose jamais la question de se dire qu'un dirigeant médiocre, c'est parce qu'il est un homme. Tu vois ? Je crois qu'on aboutira à ce niveau d'égalité quand on aura des nanas à plein de postes à responsabilité, même quand elles ne sont pas géniales. Et c'est pas grave, tu vois, parce qu'on ne se pose pas la question d'un mec qui est juste naze quand il est mec. Enfin, ou parce qu'il est mec. Oui, tu vois, on se dit juste qu'il est naze. Alors qu'une femme, elle est systématiquement... Enfin, c'est comme s'il y avait une forme d'injonction à être extraordinaire. Tu vois ? Et moi, je refuse cette armure qu'on doit avoir, tu sais, on doit forcément être des Wonder Woman, on doit forcément être des warriors. Non, quoi. Non, en fait, si ce que je fais, je le fais bien, c'est cool. Mais même si je le fais mal, viens pas me chanter que c'est parce que je suis une femme. Tu vois, je crois qu'on en est encore loin. Et on cherche tout le temps des super-héroïnes. Alors, je comprends que les héroïnes, ça permet
à d'autres D'avoir des petites filles modèles. de rêver et d'avoir des modèles. Mais en réalité, c'est ça le problème. Enfin, tu vois, l'égalité, ça passe aussi dans le fait que c'est censé être juste normal d'avoir des femmes un peu partout, quoi. Donc et puis surtout, il ne devrait pas y avoir de chasse gardée, quoi. Il n'y a pas des environnements qui sont uniquement pour. Enfin, franchement, la honte, quoi. Même au 440, même. Enfin, tu vois, par exemple, sur les femmes, on a dû attendre des lois pour avoir notre place. Enfin, même la question de la parité dans les comex. Alors, bon, elles ne sont jamais non plus à des postes de ouf, mais c'est vrai que dans les comex, on a dû l'imposer encore une fois avec une loi. Donc, concrètement, si on laisse les hommes faire, il n'y a pas de femmes. Tu vois, et donc on doit toujours aller chercher en arrachant les choses et en étant coercitive. Tu vois, si on n'est pas coercitif, ça fonctionne pas. Donc ouais, moi je rêve d'un féminisme où ça devienne la normalité. En fait, je rêve d'un féminisme où on n'ait plus besoin de dire qu'on est féministe et à la limite qu'on n'ait même plus besoin de rendre idéologique le féminisme. Tu vois, parce que ça devrait être juste normal et que tu naisses avec un vagin, c'est pas censé déterminer le reste de ta vie, quoi. Ben, on peut toujours attendre quelques années. Mais Alors, bon, non, c'est sûr. Non, mais je crois qu'il faut pas attendre. Enfin, si on attend après les hommes, bien sûr. Je crois qu'il faut vraiment pas attendre et il faut oser. Donc ouais, on porte tous une responsabilité dans l'éducation. Du coup, de nos gamins, enfin de nos garçons et de nos filles. Ouais, de nos filles on aussi. porte exactement la même. Enfin, bien sûr qu'on doit éduquer nos filles au fait qu'elles osent plus, mais il faut aussi éduquer carrément nos garçons dans le fait que c'est pas extraordinaire quand tu vas faire des choses dans ton couple ou dans ta vie et que tu peux avoir en allié une femme. Enfin, t'es pas obligé d'avoir forcément des petits gars autour de toi, quoi. Tu peux aussi avoir des nanas et c'est good, quoi. Tu parlais d'incompétence, il y a un truc qu'il faut qu'on parle. Chalgoumi, il sort d'où? Ah, il sort d'où? Tu veux dire son pédigré? Tu veux son CV? Pourquoi sur les plateaux, il est invité partout? Pourquoi on l'a choisi pour représenter les musulmans? Je comprends pas, je m'explique pas la poussée de l'imam Chalgoumi dans l'espace médiatique. En soi, moi, son discours, quand il est compréhensible, je suis pas contre. Enfin, le mec a un discours de paix. On est avec toi, c'est pas un souci en fait. Enfin, jamais je ne condamnerais quelqu'un qui a un discours de paix et d'union. Enfin, c'est celui que je porte dans l'absolu. Mais il y a quand même quelque chose de très bizarre de vouloir mettre en représentant. Alors déjà de vouloir mettre un représentant. Je crois qu'il faut sans cesse rappeler que l'islam n'est pas une religion pyramidale. Et donc, à cet effet, nous n'avons pas de chef. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe entre des croyants et leur créateur. Donc, il n'y a pas de clergé. Les imams ne sont pas des représentants des cultes. Il y a des associations ici et là qui se sont formées, mais elles n'ont pas vocation à représenter la parole des musulmans parce que ce serait stupide de croire que c'est aussi simple de représenter autant de communautés, avec un S, parce qu'elles sont complètement différentes. Et que même au sein même des communautés, chacun a une pratique divergente. Donc, cette volonté déjà d'avoir une personne en tant que représentant, elle pose question parce que il y a encore quelque chose de résiduel sur ce qu'est la colonisation. Donnez-nous le meilleur d'entre vous, hein, et puis on va communiquer avec lui. Non, en fait, les communautés musulmanes en France ne sont pas des tribus, et donc on n'a pas de chef à vous présenter pour que vous puissiez parler avec lui. Ça ne peut pas être envisagé de cette façon-là. Donc je crois qu'il y a encore quelque chose déjà dans la volonté d'avoir un représentant. Ensuite, sur le personnage qu'est l'imam Chalgoumi, bon, ça m'attriste que ce monsieur puisse être menacé. Mais enfin, à quel moment on va aussi entendre les milliers de personnes qui se sont positionnées en disant mais arrêtez de vouloir nous le mettre midi et soir sur des questions qui concernent l'islam, dans la mesure où on se sent
en partie non reconnue, dans le sens où quelqu'un... Enfin, on ne cesse de dire que les Français d'origine immigrée sont français avant tout. Et on arrive à leur trouver un imam qui ne maîtrise pas la base de ce que c'est que la France, c'est-à-dire la langue française. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers critères qu'on tente de renforcer dans la loi immigration, c'est-à-dire la maîtrise de la langue pour devenir français. Et donc, moi, j'ai peine à croire que ce soit pas justement pour rappeler à quel point l'islam est une religion étrangère et qu'elle concerne des étrangers. Enfin, moi, je prône des imams du cru, des imams bien français et des imams qui s'expriment parfaitement bien. Il y en a. Des imams républicains, il y en a extrêmement dans la communauté. Donc, non, personne ne l'explique, en fait. Enfin, maintenant, ça devient grotesque. Ça devient grotesque d'avoir constamment l'imam Chalgoumi, penaud, qui s'exprime sur des sujets, avec même si j'admets qu'il a fait beaucoup d'efforts dans la pratique de la langue, mais c'est juste pas possible, en fait. Donc oui, à un moment donné, il y a comme une volonté, peut-être, d'humiliation ou de façon à peine voilée, de rappeler que l'islam est une religion étrangère, alors que je crois que l'islam est une religion française. Je l'ai rappelé sur Sud Radio, ça avait fait bondir. Mais si on continue à voir l'islam comme une religion étrangère, alors on enferme les Français de confession musulmane à être en rapport uniquement avec un culte des pays d'origine de leurs parents, d'ailleurs, plus que de leurs propres origines. Et donc, on a systématiquement de l'ingérence des pays étrangers dans la gestion du culte. Et c'est l'une des premières préoccupations, justement, du ministre des cultes, de ne plus avoir de l'ingérence des pays étrangers. Donc, il y a déjà un rapport à déconstruire dans notre manière de voir ce qu'est l'islam en France. Donc oui, moi je crois que l'islam est une religion française et je crois qu'à cet effet, nous devons avoir des représentants ou en tout cas des personnes qui s'expriment au nom d'organisations en étant des Français à part entière. Et il y en a. Donc je ne désespère pas, on n'aura pas de difficulté à en avoir dans les prochaines années, mais ça reste encore l'une des anomalies médiatiques. On va arrêter un petit peu avec l'islam, parce que sinon on va ressembler aux médias qu'on critique. Mais du coup, comment Rose, elle se déconnecte avec tout ça? Comment elle se déconnecte au quotidien? Elle fait du sport. Tu fais quoi comme sport? Footing. À Boulogne? Plus au bois de Boulogne, mais elle fait quand elle continue. Non, honnêtement, non, je connexion avec ma famille, forcément. Ma maman, que j'embrasse, mon papa, ma sœur, mon neveu. Enfin oui, non, j'ai mes amis que j'embrasse. Non, après, j'ai une vie particulièrement riche qui fait que j'ai des personnes autour de moi qui me donnent beaucoup d'amour et que j'adore, et c'est ce qui structure ma vie. Et puis après, même si l'espace médiatique peut avoir quelque chose de très destructeur, j'essaye de compenser avec des actions terriblement positives. La vie, elle est surtout là. Enfin, par exemple, j'ai lancé Elmed, donc qui est un centre de formation dédié aux soft skills et à la communication, et notamment la prise de parole en public. Et j'essaye de rendre accessible la communication parce que c'est l'une des premières compétences. Écrire, compter, parler, on sait tous faire. Mais il y a une différence entre parler et savoir communiquer. Et c'est l'une des compétences dont on a terriblement besoin dans sa vie personnelle, dans son couple aussi parfois, mais au niveau professionnel, beaucoup, associatif aussi. Et donc, on a besoin d'être un plaidoyer pour son association ou même évoluer professionnellement. On plafonne à un moment donné où on ne maîtrise pas cette compétence. Donc, j'essaye de rendre accessible, digeste, au plus grand nombre la prise de parole en public. Et Elmed, d'ailleurs, ça veut dire Elmed, donc c'est-à-dire apprendre en amazigh. Et j'ai essayé de repartir un peu sur les fondamentaux de l'apprentissage. Donc oui, j'essaye de faire des choses terriblement concrètes où je donne de mon temps, je donne de mes compétences pour être plus dans une dynamique constructive que dans des choses qui peuvent paraître négatives, même si en réalité
Je crois qu'être présent sur ces plateaux, c'est nécessaire. Je le dis et je ne cesse de le répéter, il y a des émissions où l'on débat, il y a des émissions où l'on combat. Et donc, je n'ai pas de mal à être dans des émissions plus sages où je débat et d'autres où je vais plus combattre. Et je crois que c'est nécessaire parce que malheureusement, ces émissions ont beaucoup d'audience et que j'aspire un peu à rendre justice auprès de ceux qui se sentent offensés et beaucoup pour convaincre ceux qui, depuis des années, ont été tristement impactés par ces idées parfois racistes ou en tout cas xénophobes. Et oui, j'espère faire entendre raison. Et si j'arrive à faire entendre raison à une poignée d'entre eux, le job est rempli. Si tu pouvais glisser un message à la Rose de ton adolescence, tu lui dirais quoi? L'adolescence. Oh. Continue et va encore plus loin. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Aimez-vous les uns les autres. Surtout en ce moment. Ouais. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Je t'ai parlé du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. On manque terriblement de fraternité dans notre pays. Et je crois que c'est l'une des valeurs fondamentales qu'on a oubliées. Donc ouais, je crois à beaucoup plus de fraternité. C'est essentiel. Ok. Bah merci. Merci à toi. Il faut que ça bouge dans la ville. Il faut que ça